de la noblesse, il est aussi paysan. Nous recevons aussi notre amie Zizi Wissem, militante féministe, justement. Elle est venue nous parler sur les violences faites aux femmes. Mais Iweshou, vous avez mentionné violence sans S. Donc vous avez écrit violence sans S, alors que les violences sont faites aux femmes. Donc Abdador, sur les violences faites aux femmes. Darached, Akenzam, et vous êtes présenté le livre consacré à Katia Bengina. Avant de commencer le le 19 du mois en cours, donc le 19 novembre, la Forbey ou Marnes, le chercheur, le linguiste, Mohamed Hadadou. Donc à sa mémoire et à la mémoire de toutes les victimes de la barbarie, je vous demande d'observer une minute de silence. قبل هذيك ما نسى وسراي تعدايد يمثلوا امغناس مجدوب النصير ولكن غدياوي يوث نتزايد دونك النصير صوت داك كيبدا ما نسى اسراي زول في الاول تنمير Voilà, donc c'est la dernière minute que le Mouloun a peut-être quelque chose. Et ce quelque chose d'ajout, c'est une chanson donc de Nesmadou, la Marfna Tchishniak, pour deux raisons. Il y a une carte note, donc du moment où le Belgique n'a pas de carte note, donc il a c'est une lacune. C'est parce que c'est un sujet, c'est rare, je vais l'occasion, ça coïncide avec le thème, avec le thème de on va renverser les choses. Le donc la sœur musulmane. Il se met, mais si tu as un pays laïque, ils défendent contre le voile, contre la burqa, mais l'intérêt de Chine, c'est des musulmans, c'est des Smiths, au fait de dire, c'est les griffes. قالت الشعر واذا تحت من الى قد عشت انت ما عشت ندل انت ما عشت بركنت دونك اون فا بروندر ان كا مشيتي والناس معتو دونك يسمى ياس لا سور ميزيلمان سي رار والناس يخدم لي تيتر ان فرونسي جو بونس كو باسكو il y a pas de kabyle musulman à l'origine il y a un kabyle laïque donc je dirais que c'est un concept peut-être voilà donc c'est une sœur musulmane qui se rebelle contre le régime donc intégriste et qui se rebelle d'avant contre Barasimi qui a خلاق قبريت زعما الدين قبريت يسنيس يكتشف بربي شغلو في معينتك يعني قرار الحبس لابيريكا حبس سويس نورمال حبس وخام دونك بخلاف لانجيستيس دونك اون فا اسيي نجي الناس معتو يدي هضره مليحه خير دا شو قبل ديغنيغ تعجبني لا تراديكسيون اللي خدموا داك الناس معدو بسميس يلا صديقي يخمان ليفر يجمع دي شونسون والناس يخلص في تراديكسيون تعجبني لا تراديكسيون دونك جو بريفير انا خاصتي ولا خدني عنا عبد الرحمن عندي خدم عندي هضره ماشي لا نديه نص فرانسيس ومن بعد ندير فلوس قليل ah oui. Merci de lire pour vous ce sublime poème. Je vais le découvrir avec vous là. La sœur musulmane. Aurons-nous droit de citer au sein du peuple ou bien serons-nous courbés à jamais? Ceux qui dessèchent notre vigueur du droit ont fait un crime. J'en appelle à toi, Dieu Tout-Puissant, nous sommes réduits au silence, assoiffés, redresse au moins notre sort dernier. J'ai levé les yeux au ciel pour voir mon étoile bannie. Si au moins c'était l'hiver, nous aurions dit que c'est moi seul que Dieu bat froid. Pour moi, il n'éprouve que rancune qui me
me voue à d'irrémissibles supplices, viens, voile de la honte et tourmente-moi de la sagesse proscrite jusqu'à la langue. Ils ont terrassé mon honneur, ils ont piétiné ma dignité, mais toi, mon aimé, prends la fuite. Voici tout mon être agonisant. Et mon cœur saisi de rage implore mes forces dernières. Ma beauté en est dévastée. Si ma jeunesse jamais ne s'est épanouie, par toi mes rêves fleurissent. Chacun s'abrite dans sa demeure quand surgit l'heure des épreuves. Sciemment je t'abandonne, demeure. L'heure des épreuves dut-elle surgir? Mère, de grâce, ne m'accable pas. Tu le sais, nous sommes harassés, ravagés. L'infortune s'est abattue sur nos épaules. Vaine est l'attente dans le secours de Dieu. Les femmes, quant aux autres, merci.
طريرة سواف أيما ويس ظلام شريط نعث من النعدان الوعد يسخسر غثويات ولا يغور نرجع قسام استولاوين وما الخلافات يستولاوين وما Donc, ينكشم ديريكتومون كيف سوجي راش ما نكشمش ستاوش معتوب إنك ما صاص ولد مثلا وسام زيزي راه ديالنا وال sur les violences faites aux femmes وسام أول داك Tout d'abord, Azif Laoun. Je tiens à remercier d'abord le café littéraire d'Alpras qui nous a permis de s'exprimer par rapport aux violences faites aux femmes, sachant tout d'abord que c'est quelque chose d'actualité, surtout pour ce mois-là. Le 25, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes au niveau international. C'est une journée que l'ONU a décrétée en 66. C'est après l'assassinat des deux sœurs Mirabel en République Dominique. Voilà, il faut savoir aussi dans nos jours, les femmes dans le monde entier, elles subissent des violences, que ce soit dans le secteur du travail, dans la sphère publique, ou encore dans la sphère privée, c'est-à-dire dans leur domicile conjugal. Et actuellement, justement, ça passe des violences, en commençant par des violences symboliques, passant par des violences verbales, et ça finit presque tout le temps par des violences physiques, et sans oublier aussi l'harcèlement, que ce soit dans différentes sphères. Voilà. Il faut savoir tout d'abord, il faut se poser la question vraiment, qu'est-ce qui a mené la situation de la femme à se dégrader ainsi, parce que bien avant qu'il y ait un système patriarcal émergé par le système capitaliste, il n'y avait pas vraiment une telle oppression, une telle domination. Mais actuellement, on trouve que la femme, elle est discriminée, la femme, elle est utilisée aussi, et même elle est discriminée, elle se sent, c'est pas qu'elle se sent, mais elle est représentée comme un être humain inférieur à l'autre. Et il faut savoir aussi, quand je dis ça, quand je dis qu'elle est discriminée dans la société, il faut savoir c'est pas seulement dans la société algérienne ou bien dans des sociétés musulmanes et autres. Actuellement, dans le monde entier, les femmes subissent des violences. C'est-à-dire, même dans un pays développé, on trouve des femmes qui subissent des violences. Et loin de dire, Zama, elles, par exemple, dans un pays développé, elles sont quand même plus libres par rapport à nous, ou bien qu'elles ne subissent pas la même violence. Certes, c'est pas la même violence. Certes, c'est pas peut-être le même degré. Mais n'empêche que si on fait référence, par exemple, à des pays développés, on prend l'exemple le plus proche, c'est la France. Et on regarde par exemple notre pays, concernant les lois, on est plus avancé par rapport à eux. Par exemple, dans la sphère du travail, on est plus avancé par rapport à eux. Nous, on a l'égalité des salaires. Certes, c'est pas chez le privé, mais on a l'égalité des salaires par rapport à la France. Et aussi, faut savoir que, par exemple, ici, en Algérie, par exemple, certes, la femme, avant que ce soit des moudjahidat ou bien lors de sa participation pour la libération d'Algérie, elle avait quand même une certaine, pas de dire autonomie, pas de dire indépendance, mais elle était collaboratrice dans de différents domaines. Mais juste après l'indépendance, justement, elles ont essayé quand même de garder cette indépendance. Elles sont parties même à faire une association pour les droits des femmes, c'était à l'intérieur de la FLN, mais
N'empêche que juste après, c'était en quelque sorte une contradiction dans la libération de l'Algérie. C'était pour garder l'image de l'Algérie libre et indépendante. Et d'un autre côté, ils ont imposé un autre système qui était issu par la charia. Donc le premier combat des femmes algériennes, c'était, après l'indépendance bien sûr, c'était contre le statut personnel de 66 qui était aussi issu par la charia. Et juste après, donc, on retrouve quand même des femmes qui s'imposaient quand même dans la sphère publique. Elles osaient quand même sortir. Donc il y a eu une scolarisation d'ailleurs massive dans la société algérienne. Et certes, elles commençaient aussi à intégrer le secteur du travail. Certes, c'était en quelque sorte des postes qui étaient donc spécifiés pour les femmes, c'est-à-dire dans l'administration, infirmière, dans l'éducation aussi en tant qu'institutrice et tout. Mais n'empêche quand même, elle a pu avoir une certaine autonomie. Mais juste après, justement, il y a eu, elles ont commencé quand même dans le mouvement femmes en Algérie, elles ont commencé quand même à se mobiliser et à se regrouper entre elles. Certes, c'était clandestinement, c'était dans les années 80. Elles ont commencé à se mobiliser, à s'imposer aussi. Et il y a eu ce qu'on appelait aussi le code de la famille en Algérie, le code de l'infamie, la majorité l'appelle comme ça. Donc c'était un code en quelque sorte, oui c'est le code de la famille, mais il était issu par la charia tout d'abord. Et c'était un code qui condamnait la femme à être mineure à vie. Et donc elles ont mené quand même un combat par rapport à ça. Et juste après, il y a eu ce qu'on appelle la décennie noire. Donc quelque part, on se pose la question, est-ce que vraiment, d'ailleurs, notre situation actuelle, elle est en quelque sorte, certes, il y a eu des avancées et tout, mais est-ce que c'est pas ça qui nous a régressé en quelque sorte? Juste après la décennie noire, certes, il y a eu quand même des mouvements femmes en Algérie, mais ils étaient petits tout d'abord. Et aussi, c'était des affrontations, elles étaient plus dans le combat pour la libération de la femme, mais elles ont intégré même les combats des mouvements, dans beaucoup de mouvements sociaux contre d'ailleurs les islamistes, contre d'ailleurs même le 8 mars en 90, il y a eu la plus grande marche en Algérie des femmes, où il y a eu un affrontement direct avec les islamistes. C'est une marche, je sais pas, c'est cette semaine je pense, j'ai publié ça sur Facebook d'ailleurs, c'était la seule vidéo qui existait. Et c'était un affrontement direct avec les islamistes et tout. Donc ça montre déjà que même la femme, elle a compris à cette période-là que l'islamisation de la société algérienne menait à son emprisonnement. Mais n'empêche, avec ça, certainement, il y a eu des assassinats, il y a eu beaucoup de femmes qui étaient violées, d'autres qui sont disparues. Jusqu'à maintenant, leurs familles, elles ne savent même pas où elles se trouvent. D'ailleurs, Rachida et d'autres contributeurs donc, dans le livre, ils ont écrit sur Katia Bungana. Et on se pose la question, lors de la décennie noire, il y a eu combien de Katia Bungana? Il y a eu combien de militantes, elles étaient assassinées? Il y a eu combien de militantes, elles ont pris la fuite juste par crainte? En citant par exemple, dans notre région, il y en a Bila Tchnin, qui, avec ça, genre, c'est-à-dire que avec toutes les menaces de mort qu'elle a reçues de la part des islamistes, elle a quand même pu avoir une association derrière qu'elle est connue jusqu'à maintenant à Tizi Ouzou. Les islamistes n'arrêtaient pas de la menacer, mais avec ça, elle a pu continuer, elle a pu faire un travail de... Moi j'appelle ça un travail de fourmi d'ailleurs, parce que son travail était énorme et gigantesque, où elle partait dans des petits villages avec des vieilles femmes et pour sensibiliser justement contre les violences, pour sensibiliser par rapport à sa place dans la société algérienne. Donc on doit se poser vraiment la question. Et juste après, justement, on dit que oui, actuellement, il y a une progression dans les lois. Il y a par exemple, il y a des lois qui sont enlevées à l'intérieur du Code de la famille. Ça s'est arrêté d'ailleurs en 2006. Le dernier qui a touché le Code de la famille, c'était Ouilia le 11 mai 2006. Et juste après, certes, par exemple, il y a des sujets qui restent tabous dans la société algérienne.
même en tant que femme, qu'on se fasse harceler, juste un harcèlement verbal dans la rue, on n'ose pas le dire, on n'ose pas genre, briser ce silence-là, rien que ça. Mais n'empêche, avec un travail quand même de certains féministes, elles ont, bon, je cite Soumia Salhi dans l'UGTA, qui a imposé quand même la pénalisation de l'harcèlement dans le secteur du travail. Et donc le code pénal justement, il a changé en 2015, où ils ont intégré de nouvelles lois. Et certainement, il y a beaucoup de femmes qui ne sont même pas au courant par rapport à ces changements-là. Donc il y a des lois qui ont été changées, d'autres ajoutées par rapport à l'harcèlement de rue, par rapport à sa pénalisation et aussi dans le secteur du travail, mais aussi, plus important, par rapport à la violence économique. On peut revenir sur ça dans le débat, et aussi à la violence conjugale. Actuellement, en Algérie, on a des augmentations, des chiffres explosifs par rapport à la violence conjugale, mais personne n'ose en parler. C'est comme si c'est comme les autres partis islamistes en 2015 quand ils ont voulu voter la notion du pardon qui existe dans les violences, donc dans le code pénal par rapport à la loi qui pénalise la violence conjugale justement. Ils ont dit comme quoi on freine au secteur privé, enfin c'est pas un secteur maintenant, c'est on freine aux règles privées de la famille, c'est comme si on va la détruire et tout le charabia qu'ils disent après. Mais sachant aussi que il n'y a aucune femme, je dis bien il n'y a aucune femme qui va oser pardonner à son conjoint après de violences, de telles violences. Bon, ça passe de violence à la ça passe de violences symboliques vers des violences physiques. Je ne pense pas qu'une femme vraiment peut pardonner ce genre de choses. Mais n'empêche avec cette notion du pardon, n'empêche avec ce qu'on appelle entre guillemets... Mais oui, justement, par rapport à ça, cette mobilisation-là, mais ce qu'on appelle aussi le harma, entre guillemets, ce qu'on appelle aussi, donc c'est comme si pour eux, la femme, c'est sa propriété. C'est ce que d'ailleurs le code de la famille, il dit, que la femme est la propriété de l'homme, donc elle doit obéir à son époux, elle doit... Il y a beaucoup de trucs, de toute façon, qui... Je vous invite d'ailleurs à le lire, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Il suffit juste de commencer à lire le code de la famille et du coup, vous avez envie de le lire complètement. En complet, et c'est vraiment affreux ce qui est écrit dedans, par rapport envers la femme algérienne. Et par rapport justement au code pénal, ce que je voulais dire, je reviens sur ça, c'est qu'il y a des lois, oui, mais est-ce que vraiment ces lois-là suffisent? C'est une avancée, oui, mais est-ce que c'est vraiment suffisant dans la société algérienne qui est battue sur la misogynie envers la femme, qui est donc construite sur la haine envers la femme, construite sur une éducation de genre, et aussi construite sur ce qu'on appelle, nous aussi je le répète, le harma, que la propriété privée et la non-donation comment dirais-je ça, la non-donation du mot, non, c'est loin de l'héritage, la non-donation du mot être humain à une femme. Voilà, je vais terminer sur ça pour passer la parole à Rachid. Voilà, donc les violences faites aux femmes, il faut savoir que la religion stipule clairement que الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء parce que النساء ناقصة عقل ودين. Donc voilà, donc on passe directement à la présentation du livre Katia. Voilà, donc la souffrance, il va nous présenter la souffrance, donc voilà, c'est sous SOUS, souffrance,
brièvement, il va le présenter, donc il va présenter son livre La souffrance et Katia Benguena, le rejet du valeur islamique qui a été d'Arachid. Avant de passer la parole d'Arachid, j'invite Fatah et Hassan Mohamed Madag d'Adin dans le pupitre parce qu'ils auront à présenter leur contribution. Ah oui, donc ça va. Donc, ça veut dire la parole d'Arachid qui n'est plus à présenter. À présenter ces deux ouvrages. Donc, Awel Degrech. Zoul Filaoui. Après cet exposé très énergique de Wissem Zizi, je suis très content parce que ça augure quand même, ça contredit une vision générale. Nous avons pour habitude de dire qu'il n'y a pas de relève pour notre génération. Voilà la preuve du contraire. Il y a bel et bien une relève et j'ai bien senti l'empreinte de l'école marxiste et j'en suis très content. C'est une vision bien sûr critique, c'est très rapide, mais les présupposés de la maîtrise de l'analyse sont là. Moi je vais vous présenter deux livres assez rapidement. Alors ce livre-là, La souffrance, c'est un livre qui est paru en 2016 en France, dans une édition qui s'appelle Ressouvenance, c'est une édition de Paris. Ensuite, j'ai eu la mauvaise surprise, en montant dans la capitale française, de ne pas le trouver en librairie. Je ne l'ai pas trouvé en librairie. Donc, j'ai fait le tour, j'ai dû rencontrer l'éditeur, et j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'une association a racheté tout le lot de livres et l'a passé au bilan. Comme ça. Oui. Alors cette association-là, je n'ai pas voulu approfondir les choses, je ne vais pas en dire beaucoup de choses. C'est une association évidemment qui est d'extrême droite française et qui n'a pas intérêt à ce qu'on parle de cette époque. Et ce qui a été dit dans ce bouquin, il parle de l'enfance, ça n'honore pas du tout ni la colonisation qu'on présente comme mission civilisatrice, ni l'armée française avec tout ce qu'elle a commis sous la botte par rapport au peuple algérien. Donc alors le livre rapidement, il est là, il est à la disposition, il est composé de 3 parties. Une première partie, donc c'est l'histoire de ce sont des récits d'un enfant, une vingtaine de récits dans la première partie, qui expliquent la vie dans une zone interdite. Nous étions donc du côté de Tazmat, du côté à l'est à Alaran. Il y a une très grande plaine, de 2000 hectares là-bas, il y a plusieurs familles. Donc on avait été regroupés dans 2 ou 3 maisons qu'ils appelaient les maisons refuges. Et l'armée française se pointait tous les matins pour contrôler qu'il n'y avait pas de flaga. Et dans la nuit, les flagas, ils venaient pour prendre le petit ravitaillement qu'on avait. Donc nous, en tant qu'enfants, on regardait, moi je parle, c'est 1959, 58, 59, donc j'avais 5 ans, 6 ans. On regardait comme ça, comme enfant, on ne comprenait pas pourquoi il y avait tant de violence, pourquoi il y avait tant de mépris, pourquoi il y avait tant de déchirements, pourquoi il y avait tant de larmes, pourquoi il y avait tant de pleurs, etc. Et pourquoi les hommes n'étaient pas là. Surtout ça qui nous inquiétait, pourquoi on n'avait pas de père. Les pères n'étaient pas là, il n'y avait que des femmes et des enfants. Et puis les hommes, quand on les voyait, c'était dans la demi-obscurité. Le soir, il y a un mousbel qui passe pour prendre un peu de lait ou pour prendre un peu de galette. Donc c'est toute une histoire autour de la zone interdite. Puis arrive un jour, on nous dit c'est terminé. Vous n'allez plus habiter ici. Alors en tant qu'enfant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on allait partir vers un monde qu'on ne connaissait pas. Donc on n'allait plus voir nos chèvres, on n'avait plus de poules, on ne voyait plus les arbres, ni les papillons, etc. On nous a pris dans un camion militaire
et on nous a mis au-dessus du village colonial. Alors Tazmalt, c'est un village où il y a le village français, avec quelques Algériens nantis qui étaient pro-français, et puis au-dessus du village, ils ont mis une zone avec des barbelés. Il y a quelques maisons en toube et des maisons en tôle, et puis des enclos. Les gens ont mis comme ça des enclos avec des buissons qui servaient de petites écuries, de toilettes, etc. Et on nous a mis là-dedans. Ils nous ont entouré du fil barbelé. C'est 1959. Alors arriva quelque chose de notre sauveteur peut-être, c'était l'école. Un jour, une ronde de harkis, de soldats français, de soldats noirs, il y avait des soldats sénégalais, ils tapaient à la porte, ils faisaient l'appel. Venez, venez les enfants, ils nous mettaient en rang et ils nous emmenaient. Ils nous emmenaient dans des baraques. C'est des baraques comme ça. Et il y avait un professeur, un instituteur avec un fusil. Il mettait son fusil de côté et il nous faisait des cours de français. Évidemment, on ne comprenait rien du tout. Et comme ça tous les jours. Puis ils ont commencé à nous appâter avec du pain. À vers 10 heures, ils nous donnaient des corbeilles de pain avec du fromage et tout. Donc amis Zamaran, comme des petits agneaux, on a commencé à dire tiens, l'école est intéressante, puisque chez nous c'était la faim, la famine, on ne mangeait pas bien et tout. Et puis ça a commencé comme ça. Bon, je ne vais pas vous faire tout le bouquin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en tant qu'enfant, on était les seuls à avoir l'autorisation d'accéder au village colonial. Donc entre le village colonial et la favela et le bidonville où les Algériens étaient regroupés, village de regroupement, il y avait une porte qui était surveillée par les soldats. Et seuls les enfants qui allaient à l'école pouvaient passer et revenir. Donc on s'est retrouvés avec des missions qui étaient des missions d'adultes, sans qu'on le sache. On faisait la révolution sans qu'on le sache. L'après-midi, le matin, ma mère me dit, quand tu sors de l'école, tu passes chez le Mahandakli. Mahandakli, c'est un épicier. Je passe chez lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me vide mon cartable, il garde mes cahiers dans sa boutique et il me met 2 paires de chaussures dans mon cartable et je les porte sur le dos. Et je traverse devant les soldats. Alors ça va, ça a été bien à l'école, allez, passez. On arrive à la maison, ma mère elle ouvre le cartable, elle enlève les paires de chaussures et je ne savais pas où elle partait, ces paires de chaussures. Parfois c'était des paires de chaussures, parfois c'était du coton et du mercurochrome, des trucs comme ça. Et je retrouvais le lendemain mes cahiers chez l'épicier pour aller à l'école. Donc ça c'était un peu la deuxième partie, d'une dizaine de récits. Et à la fin du livre, il y a un épilogue sur la grande fête de l'indépendance. Alors 1962, c'était la fête, on a eu l'indépendance, c'était la folie pendant 3 mois. On se levait le matin, on montait dans des camions, on partait dans les montagnes, il y avait des commandants qui venaient, qui faisaient des discours. Donc ces discours, c'était quoi? C'était le paradis sur terre. L'Algérie a eu l'indépendance, nous allons rattraper l'Espagne dans quelques années, nous allons être mieux que la France, nous avons le NIF, le courage, on peut vivre même rien qu'avec le Helfa, etc., etc. Donc c'est un peu cette histoire-là qui est dans ce livre-là. Ce sont les récits d'un enfant qui raconte donc sa vision dans sa vie, dans sa survie durant la guerre de libération. Voilà. Maintenant on arrive à... Alors ce livre-là donc est paru en 2016 en France et je l'ai fait reparaître avec un avenant sur le contrat. Alors l'avenant sur le contrat c'est quoi? C'est une modification du contrat qui est écrit ici dans le livre, juste pour vous expliquer un petit truc de culture générale. Quand un éditeur vous fait signer un contrat, vous pouvez à tout moment le changer, ce contrat. Par exemple, s'il y a ici des poètes, des écrivains qui ont des livres, et vous faites publier chez quelqu'un, il tire par exemple 500 exemplaires. Vous avez écrit sur le contrat qu'il tire 500 exemplaires. Puis vous vous rendez compte qu'il a tiré 2000 ou 3000 exemplaires. Donc
vous faites un avenant de contrat, c'est-à-dire vous changez la nature du contrat et votre part en tant qu'auteur va singulièrement augmenter. Moi, dans cet avenant, il est écrit que parce que le bouquin n'a pas été distribué en France, j'ai le droit en tant qu'éditeur de le publier en Algérie. Et l'éditeur français a donné son accord dans cet avenant-là pour que je puisse le publier avec le même numéro ISBN international. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à ce bouquin-là. C'est Éternel Katia. Je vais prendre un peu mon papier. Alors, Éternel Katia, donc il s'agit de Katia Bengana, qui, je précise, est devenue un symbole de la résistance, de la lutte des femmes, spécifiquement contre l'islamisme, spécifiquement, particulièrement contre le port du voile et l'imposition d'effets vestimentaires qui n'appartiennent ni à l'Afrique du Nord, ni à l'Algérie, ni au Kabyle, ni aux Berbères. Donc cette femme-là est devenue un symbole, et à ce titre, elle n'appartient à personne, ni à sa famille, ni à son quartier, ni à quiconque. C'est un symbole de la lutte des femmes à l'échelle nationale, comme Nabila Djahnin, comme plus loin les Kahina, comme Fadman Soumer, comme d'autres. Donc il nous appartient à nous, qui faisons partie de cette génération, qui avons été plus ou moins dans tous les chantiers depuis l'indépendance, tous les chantiers de la dictature de Boumediene, de Chedri et compagnie. Donc on est un peu cette patte-là. Il est arrivé un moment où nous devons témoigner de notre engagement. Sommes-nous pour ou contre le voile islamique? Sommes-nous pour ou contre l'oppression de la femme? Sommes-nous pour ou contre la liberté de la femme? Sommes-nous pour ou contre l'égalité? Sommes-nous pour ou contre les origines de notre société matriarcale? Et il était temps que l'on mette ça par écrit, que ce ne soit pas uniquement des paroles. Et nous nous sommes engagés dans l'écriture d'un livre. Alors, comment il s'est composé ce livre? À l'origine, je vais vous dire, l'idée de ce livre est venue de la chanteuse Malika Domran. Nous nous sommes rencontrés en 2017, vers le 1er mars, où là, il y avait la célébration, la commémoration d'un anniversaire de la disparition de Katia Bengana. Alors elle m'a dit, est-ce que tu as eu vent que nous avons remis des textes à un écrivain qui devait faire un livre et qui ne l'a pas fait? Est-ce qu'on peut faire maintenant un autre livre? Je lui ai dit, je suis partant, on va faire un autre livre. Si ce livre qui a été à l'origine, qui devait paraître vers 2014, n'est pas paru, pour des raisons matérielles, je ne sais pas. Donc on s'est engagé à faire ce livre-là. Plus tard, d'ailleurs, le livre est paru récemment. Donc il y a 2 livres maintenant sur Katia Bengana, et c'est tant mieux. Katia Bengana mérite une centaine de livres. Elle mérite 3-4 films, mérite 5-6 pièces de théâtre, mérite une toponymie. Vous l'avez fait, je vous félicite à Oukas. Il y a une place qui porte le nom de Katia Bengana. Et Katia Bengana, c'est un peu le repère pour toutes ces générations, et Wissam en a parlé. Donc alors ce livre-là, il est parti, on l'a construit, si vous voulez. Je l'ai construit au début, tout seul. Ensuite, j'ai fait appel à beaucoup de monde. Donc au début, je suis parti avec 3 principes pour construire ce livre. Le premier principe, avoir le maximum de contributions féminines dans le livre. Je voulais même avoir la parité, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes auteurs dans ce livre. Je n'ai pas vraiment réussi parce que j'ai fait des pieds et des mains, mais j'ai trouvé le maximum. J'ai réuni 26 contributions féminines contre près de 33 ou 34 hommes. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, j'ai voulu que dans ce livre, il y ait les 3 langues. Tamazight, le français et l'arabe dialectal si possible.
Donc j'ai réussi, mais c'est disproportionné. Il y a beaucoup plus de textes en français que de textes en tamazight. Et beaucoup plus de textes en tamazight que de textes en arabe. En arabe, j'ai trouvé 3 écrivains qui sont de gauche. Il y a Sarah Haïdar, il y a Hadda Hazm et Moudash Hassan, qui sont des gens de gauche, mais arabisants, qui s'expriment en arabe. Et qui sont contre le voile islamique. Ils ont témoigné donc par 3 textes. Sinon, au niveau thématique, il y a à l'intérieur de ce livre, il y a des auteurs, des écrivains, il y a des poètes, il y a des plasticiens, des gens qui ont donné des toiles où, quand on regarde cette toile, c'est un engagement pictural, si vous voulez, un dessin contre le voile islamique. Il y a aussi un caricaturiste, c'est Aïlouche, qui a donné une caricature. Il y a des analystes. Il y a Hamid Salmi, qui est psychothérapeute en France, qui a donné une analyse de la vindicte religieuse et de la propension de toutes les religions patriarcales à écraser la femme. C'est une très bonne analyse, elle est dans ce bouquin-là. Et il y a évidemment des poèmes d'une extrême sensibilité, et il y a des textes mixtes, où il y a prose et poésie. Et il y a même un concept de notre ami Hassani qui parle de prosaire. C'est la poésie, c'est le poème et la prose mélangés. Donc il y a tout ça dans ce bouquin-là. Et ça, donc je viens de vous parler du contenant. Maintenant, le contenu, ce sont des engagements personnels. Chacun a écrit à sa façon, mais je vous assure qu'il y a des pépites à l'intérieur. Il y a vraiment des textes qui font pleurer. Il y a des textes qui arrachent les tripes. Il y a des poèmes qui portent cet espoir-là de contrecarrer cette tendance des religions patriarcales. Et pour finir, je vais rebondir un petit peu sur ce que disait notre jeune ami Wissam. Nous, les Berbères, les Amazirs, nous avons été très très longuement, et l'histoire l'a dit, les historiens le disent, nous avons été marqués, peut-être à jamais, par la société matriarcale. Nous sommes les enfants de la première mère du monde. Et à ce titre, nous avons porté le génie de la femme, tout comme le génie de l'homme, sans qu'il y ait de contradiction, jusqu'à l'avènement des religions monothéistes. Et plus particulièrement, l'une des plus violentes, c'est l'islam. Si le judaïsme a été conciliant par rapport à la femme, le christianisme aussi a démontré dans certains pays, évidemment il y a des différenciations, mais il y a quand même un rapport à la femme qui est assez humain, disons, entre guillemets. Mais l'islamisme, qui est si vous voulez, un islam édulcoré, mais vers le côté violent, il a imposé un statut à la femme qui n'a pas vraiment évolué par rapport à la matrice de l'islam. Parce que l'islam est sorti des tribus de Quraysh, où la femme était enterrée vivante, et le fait qu'elle ne soit plus enterrée était pour eux une très grande révolution. Mais au lieu qu'elle soit enterrée sous terre, elle a été enterrée dans des habits, dans des tentes, etc. Mais c'est un enterrement quand même. Et je termine par ça en vous souhaitant bonne lecture pour ceux qui acquériront le bouquin. Et je vous remercie. Alors les contributeurs, bon, il y a M. Amara Abdelrahman qui est dans les contributeurs d'Ouqas. Il y a Amara Abdelrahman, il y a Fatah Bouhmina par ordre alphabétique et M. Mohamed Hassani. Donc si vous voulez prendre la parole, le micro est là. Et votre langue est dans la poche. Je ne peux remplacer Kaïna. Kaïna,
vous la connaissez, elle a pu rassembler. Parce que nous, les femmes, quand l'homme faillit, quand l'homme n'est plus capable, c'est la femme. Et cette femme, nous la reconnaissons. Elle est notre sœur, elle est notre mère. Seule elle peut réunir les anciens Larouche. Parce que dans une femme, on voit sa sœur, on voit sa mère. Alors, Katia Bengana, puisqu'il s'agit d'elle, elle représente cette sœur et cette mère, même si elle est morte jeune. On a tué l'innocence. Elle voulait exister, rien d'autre. Elle voulait être elle-même. C'est une rébellion de vouloir chez les musulmans être soi-même. Et l'on a payé le prix. Et nous le déplorons, je crois que tous les hommes, c'était l'une des premières tombées sous les coups des fous de Dieu. Et aujourd'hui, sa douleur est en nous, nous la vivons. Donc on a tué l'innocence, on a tué la jeunesse, on a tué l'espoir en tuant Katia Bengana, qu'elle nous serve d'exemple, qu'elle soit le symbole pour toutes les femmes et pour tous les hommes qui sont tombés sous les coups des fous de Dieu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire succinctement. Je crois que ça, les petites, c'est pas la peine de micro. J'ai envie de parler des deux livres dont a parlé Rachid Oulbsir. Le livre Souffrance, la souffrance. D'ailleurs, j'ai envie de lui poser une question. Je l'ai lu, ce livre, quand il est venu en faire nous donner une conférence ici, même dans cette salle. Il avait ramené quelques exemplaires de France avant qu'il soit passé au bilan, que le reste passe au bilan. C'est quand même significatif le fait que cette association rachète tous les livres et pour les détruire, quoi. J'ai envie de dire que c'est un livre que j'ai lu avec énormément de plaisir. Et la question que je me pose, c'est que la mémoire est vive. Tu l'as écrit comme si ces trucs-là se sont passés hier. Alors que ça remonte à une cinquantaine d'années, peut-être un peu plus, 59, c'est mon âge d'ailleurs, 60 ans. Mais la douleur, elle reste, elle est là. On ne l'évacue jamais. Peut-être que tu l'as évacué un petit peu en l'écrivant maintenant. Mais sinon, c'est un livre d'une énorme sensibilité. Certains passages, d'ailleurs, il y a des copains qui l'ont lu, ils m'ont dit que certains passages, ils ont pleuré suite à la lecture de certaines pages. Donc, rien que pour ça, ce livre mérite d'être connu. Et puis, c'est un petit peu un pied de nez. On a tous les connards qui nous disent que la France a été notre mère, a été bien et tout ça. Non, ils ont été salauds avec nous. Ils ont été très salauds. Ça a été c'est une colonisation d'une violence inouïe. D'ailleurs, je crois qu'on a un peu de la chance de ne pas avoir été génocidés. Ils ne nous ont pas exterminés parce que c'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ne nous avaient pas génocidés. Sinon, on aurait subi le même sort que les Indiens d'Amérique, les 200 millions que les Blancs, les pionniers des États-Unis, aujourd'hui on dit le pays de la liberté. Ils ont tué 200 millions d'Amérindiens. Donc la France, elle a fait un peu pareil, et ce livre, justement, ça rappelle un peu ça. Ça leur rappelle que ceux qui disent la loi de février, la colonisation. Le deuxième livre, justement, l'hommage pour moi, le mérite revient à Rachid, qui nous a demandé d'apporter des petites contributions. Moi, j'ai écrit un texte un peu littéraire, j'ai pas connu Katia Bengana en personne, qui en termes de douleur personnelle, c'est Nabila Jahnin et Ratana Melieh. Nabila Sinarstava, avant qu'on l'assassine, on a fait le voyage pour JTC ensemble. On était dans le bus, elle était avec son jeune frère, qui s'est suicidé par la suite. Le drame de la famille Jahnin, la famille Nsnik, on a vraiment morflé. Donc, elle voulait qu'on discute un peu politique, un peu des choses. Puis, parce que j'enseignais à l'université de Tizi Ouzou à l'époque. Elle travaillait à Génicide. Et 3 jours après, j'étais à Bougie, j'avais fini ma semaine, 2 jours. C'est le jour même.
D'ailleurs, sa famille ne savait pas que sa famille, son père, il a appris qu'on a tué sa fille à travers France 2. Dans les informations qui paraissent en bas de l'écran, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils ont lu ça à la télévision, à l'Imnara. Et l'après-midi du même jour, Leïla Aslaoui a pris la parole au Parlement européen de Strasbourg pour parler de ce crime. Je me suis dit, il y a quand même une correspondance qui a été faite assez troublante. Hein? Et je ne sais pas. Donc, il me dit, ce livre-là, je le dédie à Nabil Janine aussi, en quelque sorte. Mais sinon, j'ai envie de dire aux gens de l'acheter. Pourquoi? Parce que la couverture, on rend hommage à notre ami Zitoun Kerkaden qui a conçu la couverture. La photo, le livre est très beau. La couverture est très belle. Il y a le nom de Katia en grand et puis son portrait. Pour moi, c'est Jeanne d'Arc. Cette fille-là, c'est Jeanne d'Arc. C'est bien que le livre traîne à la maison. J'ose pas encore le lire en quelque sorte. J'ai juste lu, tu as mis un titre à mon texte, j'ai juste eu la curiosité de lire le titre. Mais sinon, comme ça, j'ai eu une gamine qui a à peu près son âge. Je lui ai expliqué. Pourtant, elle est très belle. Pour elle, on ne peut pas assassiner la beauté. Donc, ils ont assassiné sa beauté et la vie. Les islamistes, c'est les ennemis de la vie. Le discours. Donc, il faut que cette fille-là existe dans notre mémoire. Il faut que ce livre existe. Moi, je rêve que ce livre soit vendu en millions d'exemplaires, qu'il soit dans toutes les maisons d'Algérie, et les lecteurs, les francophones et tout ça. Ça serait bien que les gamins, nos enfants, ils posent la question et on leur explique au fur et à mesure pour qu'on n'oublie pas. Parce que nous, ils veulent qu'on oublie, ils veulent tuer la mémoire. Ils veulent, par exemple, Rachid, quand il a écrit le livre sur la réminiscence de la mémoire de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance, et toute la souffrance qu'ont vécu les Algériens, voilà, les Français qui sont coupables, ils ont racheté tout le livre pour le déterminer. Et pour savoir à un tel point, c'est très très important d'entretenir cette mémoire. Merci. On va y passer par ordre alphabétique. Voilà. Sahita Rachid, pour cette occasion de pouvoir exister en groupe dans un livre, d'abord. Et puis, bien sûr, cet hommage à Katia, personne ne peut être contre. Personne ne peut être contre un acte de révolte, un acte d'existence à moi et Katia. Pour moi, j'ai contribué avec un texte. Ce que j'ai essayé de mettre dans le texte, c'est cet acte à tout moment qui peut surgir dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire que ce soit une femme ou un homme, il y a des moments où on est un citoyen normal, mais puis il nous arrive d'être face à une situation et on répond par un acte citoyen vraiment de haute teneur, de haute symbolique, et là on devient un symbole. C'est ce qui s'est passé avec beaucoup de personnes, avec Katia. Elle a résisté à cette injonction de mettre le foulard. Elle a décidé d'exister et elle a payé cet acte. Et pour cela, elle entre dans l'histoire en termes de résistance pour toute la société. Donc ces symboles-là que nous avons, nous devons les mettre en avant, mais aussi nous devons savoir ne pas les malmener. Un symbole, ce n'est qu'être bien, il ne faut pas trop le malmener. Il est là, on en parle, mais il ne faut pas que ce soit l'objet de convoitise. Un symbole, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas une famille, c'est pas une... Donc à un certain moment, j'ai eu un petit doute parce qu'il y a eu un deuxième livre. Puis bon, j'ai essayé d'intégrer ça dans la démarche normale. C'est normal qu'il y ait plusieurs livres. Et sinon, l'expérience est passionnante. J'ai lu des passages et j'ai eu la grande surprise de découvrir un deck qui a une plume quand même assez gâtée ou gâteuse. Il y a des textes vraiment très beaux et c'est un plaisir de les lire et acheter le livre et garder-le à la maison et bonne lecture.
débat est ouvert. Voilà. Oui, je vais distribuer la parole, si vous le voulez bien. Vous voulez de moi. Voilà. Allez, à toi. Moi, je ne vais pas poser de questions, mais je vais essayer de déclamer un poème. ذرني ودي وين تفوت رميتي السفرة ولا مقريت القيمة المضطوط هاتني كم كيتولا ذا سكاسك تفسوت الفصول نت نور الليل يدسدسو العمر يتفوت تغس أنا تعدين يدس غاس ما يخص القوت حياس الصوتي سحنين سلقيمة وماني الحوت كيتولا ثمطوط أكن بغنو ثنتولي ولا تنكيني ذا الطيج يذوان ثموري الكلي أمو بحري ثلثيتنا حويج مولا شي تورنا تيلي وقيل إلا غورس الحيجي وذي بغان في اللي ويتيح قران ولي يتفجيج وينا الرئيس ذو عويج تفلاس ولي يتالي ولا تنكيني تسافات ذا نتساثك سفطان طلام ميت تبان تخسيت الشماعة تزيني سيت النحشام ولا تنكيني تودرت ما تحجبمت هذا الحرام دلعيبة سنسس تشكارت ولا ما ثغلي تمغارت يسند ساث مروخة دلعيبة سنسس تشكارت ولا ما ثغلي تمغارت يسند ساث مروخة À vous la parole.